Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 2 décembre. Voici les titres de cette édition. Comment aider les agriculteurs à sortir de la crise? Le Conseil régional vient de présenter ses solutions. Il a établi une stratégie sur 3 ans pour soutenir les exploitants des Pays de la Loire. La région veut aussi sensibiliser les consommateurs et pousser l'ensemble de la filière à exporter. Un plan global de 195 millions d'euros. Explication au début de cette édition. Norman, épicéa ou en synthétique, votre choix de sapin de Noël est peut-être déjà fait. Il s'en vend chaque année en France plus de 6,5 millions, dont près de 80% de sapins naturels. Cette période de l'année est donc importante pour les jardineries. Reportage dans ce journal. Et puis le coup d'envoi de la 30e édition du Téléthon vient d'être donné. C'est parti pour 30 heures de mobilisation. Objectif, récolter des fonds pour la recherche sur les maladies génétiques rares. Nous avons rencontré Eugénie, une petite fille de 3 ans qui garde son sourire et sa joie de vivre malgré la maladie. Mais d'abord, pour débuter ce journal, les réactions après l'annonce de François Hollande. Le chef de l'État a pris la parole ce jeudi soir depuis l'Élysée pour déclarer qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle de 2017. Le président de la République ne souhaite pas briguer un deuxième mandat à la tête de l'État, une première sous la Ve République. François Hollande a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour rassembler derrière lui sa famille politique. Je vous propose d'écouter les réactions à droite du président vendéen du parti Les Républicains, Bruno Retailleau, et à gauche du premier secrétaire du PS en Vendée, Stéphanie Barra. Je ne crois pas que ce soit qu'une histoire de sondage. D'abord, ce n'est pas lié qu'à sa personne. Je crois que c'est une aventure collective et des responsabilités partagées qui nous emmènent la gauche dans cette situation. Il a la lucidité, effectivement, de voir que sa personne n'a plus la capacité à rassembler et à relever un défi important, qui est d'éviter que les Français doivent choisir entre droite et extrême droite au deuxième tour de la présidentielle. C'est à la fois une décision assez grave. Grave évidemment pour le président de la République. C'est la première fois dans notre histoire de la Ve République qu'un président de la République n'est pas en situation de se représenter, mais grave pour la France. Pourquoi François Hollande a-t-il pris cette décision? Ça n'est pas parce que la France va mieux. Si la France allait mieux, comme il n'a cessé de nous le répéter, il se serait présenté. C'est tout simplement parce qu'il y a un échec, qui est son échec, qui est l'échec d'un quinquennat. Dans le reste de l'actualité, l'avenir de l'agriculture des Pays de la Loire en discussion à Nantes. Le Conseil régional présentait ce vendredi sa stratégie pour soutenir ce secteur économique en crise. Des mesures d'aide d'urgence avaient été décidées en février dernier. Cette fois, c'est un plan sur 3 ans qui a été défini. Il est le résultat de plusieurs mois d'échanges entre les élus, les agriculteurs et les industriels. Cette stratégie fixe des priorités à mettre en place d'ici 2020. Quelles sont ces orientations? La réponse avec Apolline Laurent. 195 millions d'euros, c'est l'enveloppe que le Conseil régional veut consacrer ces 3 prochaines années à la filière agricole. Un secteur en crise depuis plusieurs années maintenant, mais qui pèse dans l'économie régionale. C'est une enveloppe digne de la place que doit prendre l'agriculture et l'agroalimentaire dans notre région. C'est remettre ce secteur d'activité à sa juste place. C'est 20 milliards d'euros, c'est 20% de notre PIB. C'est 110 000 emplois directs, 170 000 emplois induits. Parmi les mesures annoncées, un accompagnement des agriculteurs en difficulté. Mais la région veut également préparer l'avenir en valorisant la formation et en aidant les jeunes agriculteurs à s'installer ou encore à moderniser leurs exploitations, en collaborant notamment avec des start-up. Mais la région veut aussi impliquer les consommateurs ligériens. C'est le cas depuis février dernier dans les lycées, où les cantines sont incitées à servir 50% de produits locaux et 20% de produits certifiés bio. Renforcer le marché local donc, mais surtout s'ouvrir à l'export puisqu'un plan d'action international doit être défini. Il ne faut pas opposer le marché local avec le marché export. Nous avons besoin des deux. Et par contre, il faut pour ces deux marchés mettre des stratégies spécifiques. Effectivement, on ne peut pas avoir une stratégie développement marché. On aura une stratégie développement marché local, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Regardez notre campagne Manger régional, c'est capital. C'est quand même une vraie réussite. Une vraie réussite. Via Facebook, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Et donc, il faut une stratégie locale et il faut une stratégie à l'export. L'export qui serait un moyen de fédérer les agriculteurs et les industries agroalimentaires pour permettre à l'ensemble de la filière de sortir de la crise.
Autant de stratégies qui doivent être mises en place avant fin 2020. Et puis toujours au chapitre agriculture, la coordination rurale vient de déposer plainte contre X auprès du procureur de la République de La Roche-sur-Yon. Dans le collimateur du syndicat, le retard de paiement des MAE, les mesures agro-environnementales. Mises en place par l'Europe, ces primes sont versées aux agriculteurs bio et à ceux implantés dans des zones naturelles sensibles. Mais cet argent tarde à être versé. Selon la coordination rurale, certains exploitants du Marais Poitevin et du Bocage attendent depuis 2 ans le versement de ces aides. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent se mettre dans le bio et ils n'ont pas leur prime. Alors ce sont des gens qui ont investi énormément et qui se retrouvent bloqués par de l'argent qu'on leur doit. Alors, normalement, ça tombait tous les ans au mois d'octobre, au début janvier-février, et là on n'a plus rien. Image et interview signée Arnaud Barrier. Les Français restent attachés à Noël, c'est ce qui ressort d'une enquête publiée il y a quelques jours. La preuve, 87% des logements seront décorés pour ces fêtes de fin d'année. Et la star dans les maisons et les appartements, c'est évidemment le sapin. Les conifères sont arrivés dans les magasins. Il se vend chaque année en France plus de 5 millions de sapins naturels. Un marché qui pèse environ 140 millions d'euros. Pas question donc pour les jardineries de passer à côté de cette période de l'année. Exemple à La Roche-sur-Yon, Élodie Pépin. À un peu moins d'un mois de Noël, l'activité bat son plein dans ce magasin de jardinerie. C'est très bien celui-là. Ouais, ça c'est impeccable. Les approvisionnements en sapins s'enchaînent, car tout doit être prêt pour le grand rush. C'est plein boom, les arrivages, oui, c'est ça. La mise en place est importante. Que tout soit mis en place avant les 2 grands week-ends. Sébastien Chabot est le responsable du secteur pépinière. Cela fait 16 ans qu'il travaille ici et c'est toujours avec impatience qu'il attend la période de Noël. Car son arbre chouchou n'est autre que le sapin. Et voilà, ça c'est la surprise. Donc après on le tape un peu pour bien secouer, enlever les petites saletés qu'il y a à l'intérieur. Ici, chaque arbre est donc bien chouchouté. Il doit être le plus attrayant possible, car l'achat d'un sapin repose avant tout sur un coup de cœur. Je les entends me dire « Ah, merci Seb ». Ça fait beaucoup de travail, mais c'est quand même un produit sympa. À l'intérieur du magasin, le rayon sapin est déjà bien fourni. Il y en a de toutes les tailles, pour tous les goûts et à tous les prix. On pourrait presque s'y perdre, mais les clients savent ce qu'ils veulent. Naturel, normal. Parce qu'il tient bien pendant un mois, il faut que ça tienne jusqu'à Noël. Donc il ne perd pas ses épines, rien, donc on prend celui-là tous les ans. La star reste donc toujours le Norman, celui qui se vend le plus en ce moment. Il représente près de 3/4 des quantités achetées chaque année. Mais comme l'épicéa, le Norman étant naturel, voici un conseil pour qu'il garde toute sa fraîcheur. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment mettre le sapin le pied dans l'eau. Je leur conseille toujours de mettre aussi du charbon dans l'eau. Au bout de 15 jours, 3 semaines, un sapin qui croupit dans l'eau, c'est vrai qu'il peut y avoir une odeur désagréable. Donc en mettant des bouts de charbon dans l'eau, on arrive à neutraliser les odeurs et en fait désinfecter un peu l'eau tout simplement. Et si les odeurs ou les épines vous dérangent, reste le choix du synthétique, beaucoup moins plébiscité par les Français, même si ces 3 dernières années, le marché des sapins artificiels enregistre une progression. Noël, synonyme donc de sapin, mais aussi d'animation tout au long du mois de décembre. À Maizet, la foire de Noël fête ses 20 ans. Une nouvelle fois, le site de l'abbaye sera transformé en marché oriental avec l'installation de tentes, du désert. 70 exposants seront aussi présents. Et puis cette année, quelques nouveautés avec de nouvelles illuminations pyromusicales à la nuit tombée, mais aussi de nouveaux spectacles. Des nouveautés en termes d'animation, notamment un spectacle de fauconnerie qui sera présenté plusieurs fois par jour, 4 fois par jour, dont une fois donc en nocturne, où des rapaces seront lâchés depuis la ruine de la cathédrale, évolueront au-dessus du marché de Noël et iront donc atterrir sur les bras de cavaliers.
Et cette foire de Noël de Maizet, c'est ce samedi et ce dimanche, ainsi que les 10 et 11 décembre. Et puis autre marché de Noël important dans le département, celui de Tiffauges. Il a débuté ce vendredi et va se poursuivre également le week-end prochain. Une soixantaine d'artisans d'art et de producteurs régionaux seront présents. Un marché inspiré de la tradition de l'Est de la France, avec des illuminations, des chants de Noël ou encore un manège de chevaux de bois. L'an passé, près de 70 000 visiteurs avaient été comptabilisés. Et Noël, c'est aussi une période de solidarité. La 30e édition du Téléthon vient d'être lancée ce vendredi soir. 30 heures de mobilisation pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques rares. Depuis le lancement de l'opération en 1987, les dons collectés ont permis de financer de nouveaux traitements. Il reste cependant du chemin à parcourir. C'est le message que veut faire passer la famille d'Eugénie. À 3 ans, cette petite fille souffre d'une maladie qui affecte ses muscles. Une maladie avec laquelle elle a appris à vivre sans perdre son sourire. Vous allez le voir. Alors comment on fait là pour dégager la main? Ah, ils ont bras là un petit peu. Ouais, je te donne un petit coup de main là. On dégage bien son bras et sa tête. Attention. 2 fois par semaine, Eugénie vient voir Gaëtan Brio pour sa séance de kinésithérapie. Au programme, différents exercices pour bouger tous ses membres. Car Eugénie est atteinte d'une amyotrophie spinale infantile. Cette maladie génétique rare touche certaines cellules nerveuses, provoquant une faiblesse et une atrophie de ses muscles. De par sa maladie, en fait, il y a des déficits musculaires, il y a des déficits de mobilité forcément. Donc elle est souvent dans la même position. Donc quand elle vient ici, le fait de la bouger, de la faire travailler, elle se sent mieux. La circulation se fait, les muscles travaillent, etc. Donc c'est vrai que pour elle, c'est un bien-être, quoi. Après 3 quarts d'heure d'exercice qui se sont déroulés dans la bonne humeur, il est temps de regagner son fauteuil roulant et de rentrer à la maison. À 3 ans et demi, Eugénie est une petite fille comme les autres qui aime jouer à cache-cache avec ses frères ou encore à la poupée. Souriante, espiègle et curieuse, elle a totalement conscience de sa maladie. Je ne peux pas marcher. Je vais dans mon fauteuil. C'est difficile ? Non, pas difficile. À l'école, elle est aidée par une AVS et même si elle n'est qu'en petite section, elle sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard. Je voudrais être docteur. C'est pas une maladie dégénérative, donc elle pourra vivre aussi longtemps que normalement. Le médecin nous a dit qu'elle pourra avoir des enfants, elle nous a même dit je peux vous garantir qu'elle fera de grandes études parce qu'effectivement elle compense beaucoup. Mais pour qu'Eugénie ait une vie normale, il faut forcément adapter son quotidien avec des équipements spécifiques. C'est là que l'AFM Téléthon intervient pour conseiller la famille dans toutes les démarches de prise en charge. Un soutien primordial. C'est des maladies, on pense toujours que ça ne peut pas arriver, mais la preuve, nous, on est une famille où il n'y a jamais rien eu, mais c'est le hasard qui fait que ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'est important de donner, parce que sinon, pour Eugénie, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Donc la recherche avance beaucoup, mais elle a besoin d'argent, parce qu'il n'y a rien à vendre, hein, donc il faut donner. Les 2 et 3 décembre prochains, tout un chacun est appelé à donner pour le Téléthon. L'année dernière, sur les 97 millions d'euros récoltés, 33 étaient consacrés à l'aide aux malades et plus de 63 millions à la recherche. Autant d'espoir pour qu'un jour, des enfants comme Eugénie guérissent de leur maladie. Et pour donner lors de ce Téléthon, un numéro de téléphone, le 3637. Il y a également de nombreuses animations qui seront organisées ce week-end dans le département. Pour cette 30e édition d'ailleurs, une opération spéciale est lancée. 100 villes françaises y participent, dont 3 en Vendée. La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Saint-Georges-de-Montaigu. Chacune d'entre elles va devoir relever un défi devant les caméras de France Télévisions. À La Roche-sur-Yon, par exemple, c'est un défi autour du vélo qui sera proposé. Le coureur Thomas Vaucler sera présent. Voilà qui nous amène au sport avec l'agenda des rencontres de ce week-end. En football, ce sera le 8e tour de la Coupe de France. Il y a encore 4 clubs vendéens en lice. Le Poiret-sur-Vie, les Herbiers et les Sables d'Olonne jouent à l'extérieur. L'équipe de Pouzeau-Géomur recevra, elle, sur son terrain, les Toulousains du Rodéo FC. Ce sera à 14h30 dimanche. Au même moment, les joueuses de La Roche-sur-Yon affronteront Lille au stade de Saint-André-d'Ornay. Ce sera pour le compte de la 11e journée de D2.
match relevé pour les Vendéennes, puisque les nordistes sont actuellement en tête du championnat. En rink hockey en National 1, il y a un derby ligérien. Ce samedi, le Poiret-sur-Vie accueille son voisin de Nantes à 20h. Les Nantais sont 3e, les Genoux avant-dernier du classement. Enfin, en tennis de table, Beaufort reçoit Niort. Samedi, ce sera à partir de 17h au complexe des Meillerays. Les joueuses vendéennes en difficulté depuis le début de la saison ont un coup à jouer puisque Niort est un concurrent direct en bas du classement. On termine ce journal en musique avec Arba des Tornes. Le groupe a sorti l'été dernier un 10e album intitulé Gavroche, fondé en 1999. Arba des Tornes tire son nom d'une plante qui pousse dans le bocage vendéen et qui signifie herbe qui détourne. Un clin d'œil au style du groupe qui nous emmène sur des chemins musicaux peu fréquentés. Comme chaque année en décembre, Arba des Tornes se lance dans une tournée de Noël. Cyril Guillet. Chanterai sans point ni feindre, et n'en daignerai rien craindre. En 1999, le premier concert donné par Arba des Tornes était un concert de Noël. Depuis, la formation a fait du chemin, mais la tradition reste ancrée. Le concert de Noël à l'époque s'appelle les chemins de No. No étant Noël en patois. Voilà. L'histoire a vécu et plus de 15 ans après, donc on continue à faire des concerts de Noël et tous les ans, régulièrement, Arba des Tornes ressort son concert de Noël. Mille anges divins, mille séraphins. Et pour cette tournée un peu spéciale, Evelyne est venue prêter sa voix au trio, composé de Maxime au violon, Michael à l'accordéon et Jeff à la guitare. Arba des Tornes, c'est avant tout un groupe de musique et de chansons traditionnelles spécialisées dans le répertoire vendéen. On utilise beaucoup ce qui a été recueilli, collecté, on dit, auprès des personnes âgées, donc ce qu'a transmis la tradition orale en fait. Pour les concerts de Noël, c'est un petit peu différent parce que les Noëls n'ont pas forcément été véhiculés toujours par la tradition orale. Donc là, c'est un concert qui est plus centré sur de l'écrit au départ, c'est-à-dire qu'il y a 2 grands recueils de Noël régional, on va dire, d'une part les Noëls poitevins du XVIe au XVIIIe siècle et ce qu'on appelle les Noëls nantais, donc qui sont un peu plus tardifs et qui reprennent d'ailleurs les Noëls poitevins. Véritable gardien de ce patrimoine immatériel, Arba des Tornes travaille main dans la main avec l'association Dactrad. L'objectif, collecter un maximum d'informations sur les traditions musicales vendéennes. Dans le concert de Noël, il y a aussi une autre partie du répertoire qui s'appelle les Guilans nus. Les Guilans nus, c'est les chansons de quête du premier de l'an. Et là, pour le coup, les Guilans nus sont plus des chansons qui sont arrivées jusqu'à nous par la tradition orale, quoi. On dit que c'est les chants de quête du premier de l'an. Alors c'était chanté en fait traditionnellement du premier de l'an jusqu'à l'épiphanie. Ça a perduré notamment peut-être plus sur la côte vendéenne, dans le nord-ouest de la Vendée. Mais ça s'est fait partout en Vendée. Ô Saint-Lô, chanterai sans point ni feindre. La Grand Veille de No est matérialisée par une tournée de 7 concerts qui auront lieu un peu partout en Vendée. À l'issue de cette série de dates, Arba des Tornes exportera la musique traditionnelle vendéenne à Milan, en Italie. Jetons un coup d'œil à la météo. Le début de week-end se fera sous la grisaille ce samedi. Amélioration prévue ensuite dans l'après-midi. Puis un dimanche globalement ensoleillé. Les températures resteront fraîches le matin entre 0 et 4 degrés jusqu'à 13 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Lundi, vous retrouverez Apolline Laurent. Je vous souhaite un très bon week-end.